Bienvenue à cette séance où nous accueillons comme toujours, d'une certaine manière, puisqu'elle fait partie de l'équipe organisatrice de ce séminaire, Anaïs Goudman, qui est donc maître de conférence à Sorbonne Université, qui travaille sur les formes de sérialité dans la culture médiatique, essentiellement après une thèse dont j'ai oublié le titre, Récits en partage, voilà, Récits en partage, expérience de la sérialité narrative en culture médiatique, qui étudiait cette question de la sérialité depuis Eugène Sue jusqu'à House of Cards et autres séries bien plus contemporaines, et qui s'intéresse donc à la question des contraintes de production exercées et de diffusion exercées sur les formes narratives sérielles. Aujourd'hui, donc, Anaïs Goudman nous parle de la plateformisation des franchises cinématographiques. Et je lui laisse la parole. Alors, il faut juste que tu me laisses partager mon écran. Et je te laisse partager ton écran. Et juste, du coup, je vais peut-être mettre le micro chez moi, non? Oui. Oui, tu as un son assez faible, Anaïs, là. Ouais. Est-ce que là, le son, c'est mieux? Voilà, et là, j'attends juste que Thomas m'autorise à partager l'écran. Et après, ça doit être bon. Alors, c'est parti. Est-ce que ça fonctionne? Tout le monde voit bien l'écran? Ah oui, toi, tu le vois comme ça, c'est bizarre. Tant qu'on voit les plans, c'est pas très grave. Bon, alors, du coup, j'inaugure une séquence, comme on dit, non pas en narratologie, mais plutôt en pédagogie, une séquence qui serait consacrée, en fait, aux plateformes cinématographiques, en fait, qui va comporter trois interventions, hein, la mienne, puis celle de Mathieu Le Tourneux, qui était initialement prévue le 7 mars et qu'on va peut-être déplacer, donc on doit en discuter encore, hein, en raison des grèves. Donc voilà, si cette séance est déplacée, on vous tiendra au courant. Et le 21 mars, donc l'intervention d'Alain Boyat consacrée à Star Wars. Et donc, moi, j'ai travaillé sur ce que deviennent les franchises, donc à l'époque des plateformes, hein, puisque, en fait, les industries culturelles ont pleinement embrassé le tournant de ce que Nick Cernissek a désigné comme le capitalisme de plateforme, pour envisager donc les mutations récentes du capitalisme médiatique. Et dans cette communication, en fait, je vais m'intéresser essentiellement à Disney+. Donc, c'est une plateforme qui a été lancée en novembre 2019 aux États-Unis et qui a permis la centralisation des franchises cinématographiques dont Disney détient la licence, en particulier Star Wars et Marvel. Donc, cette plateforme a dépassé les 100 millions d'abonnés en mars 2021, soit 2 fois moins que Netflix à cette époque-là, mais sachant qu'il a fallu 10 ans à Netflix pour atteindre ce chiffre. Et oui, c'est donc un exemple du menu de Disney+. Et du coup, après un ralentissement au dernier semestre 2022, hein, qui a poussé Disney à lancer un plan social pour rassurer les investisseurs, hein, donc qui a licencié 7000 personnes, hein, donc Disney+, hein, Disney, dès qu'il y a un petit souci, ça ne déconne pas avec les plans sociaux, hein, voilà. Le principe, c'est de rassurer les actionnaires. Donc Un petit peu. Ouais. On dirait que le PowerPoint ne défile pas sur la vidéo. Ah. Est-ce que c'est quelque chose Chez il moi. faut que tu partages, non pas l'application PowerPoint, mais le diaporama ou Ok, je recommence. Alors, du coup, il faut que je retrouve mon PowerPoint que j'ai fermé du même coup, pardon. Hop là. Je lance le diaporama d'abord. Si je lance le diaporama comme ça, là, après, je ne peux plus... Et ensuite... Non, mais là, je ne peux plus accéder à... Non, c'est comme tu dis, hein, c'est-à-dire, du coup, partager l'écran et le desktop et non pas PowerPoint. C'est ça. Je pense que ça marche. Et alors, attends.
Ouais. Donc, je regarde sur ton ordinateur. Ah, merveilleux, voilà. Donc, j'en étais à cette diapositive-là. Donc, vous n'avez pas loupé grand-chose hein, en ligne. Donc, je disais, hein, ralentissement au dernier semestre 2022, donc plan social. Hein, mais ensuite, en début 2023, hein, Disney+ a à nouveau gagné des abonnés et elle comptait donc 161,8 millions d'abonnés début février. Un des slogans qui accompagnait le lancement de la première série Marvel qui a été conçue pour Disney+, hein, WandaVision, c'était, comme vous le voyez dans ce tweet, hein, A Visionary New Age of Television Begins. Donc la série qui inaugure la 4e phase de l'univers cinématographique Marvel se caractérise par une dimension méta-télévisuelle très affirmée, puisque chaque épisode rend hommage à l'histoire des sitcoms depuis les années 50 jusqu'aux années 2010, hein, et comme si un petit peu la plateforme Disney+ constituait une sorte d'aboutissement de l'histoire de la télévision. Et donc, ce choix n'est pas anodin, puisqu'il montre que la stratégie de l'entreprise ne se limite pas à proposer de nouveaux prolongements à son univers fictionnel, mais qu'elle vise donc à conquérir la télévision en embrassant pleinement les possibilités du média. Et ce nouvel âge de la télévision concerne peut-être moins la télévision elle-même, puisque l'usage des plateformes était déjà bien installé avant le lancement de Disney+, que peut-être les franchises cinématographiques. Hein, c'est ce qu'on va voir dans cette communication. Et donc, pour comprendre comment évoluent les franchises, les stratégies narratives et fictionnelles des franchises cinématographiques dans le contexte de la plateformisation des contenus audiovisuels, je propose de croiser les outils issus de la théorie de la fiction et de la narratologie, en m'appuyant notamment sur les travaux de Marie-Laure Ryan, de Richard Saint-Gelais, de Raphaël Baroni ou d'Olivier Cayrin, entre autres, hein, avec des approches qui abordent ces corpus sous l'angle de la notion d'univers marque, notamment donc, les travaux de Mathieu Le Tourneux ou de Jeannette Wasco. Et donc, même si je vais un petit peu évoquer Star Wars dans cette communication, hein, je vais principalement m'intéresser à l'univers cinématographique Marvel, dit MCU, afin de ne pas trop déborder sur l'intervention d'Alain Boyat qui est prévue le 21 mars. Donc, je vais commencer par faire un point sur la mise en œuvre de Disney+, pour comprendre la place de la plateforme au sein de la matrice de la firme Disney, avant de m'intéresser au rôle narratif accordé aux séries télévisées dans ce cadre. Et enfin, je vais terminer en travaillant sur la notion de multivers, donc dans le cadre de l'univers cinématographique Marvel. Et donc, sans surprise, en fait, la stratégie narrative programmée par Disney est étroitement imbriquée avec sa stratégie économique. Elles ont pour fonction essentielle de nourrir l'expansionnisme de l'entreprise. Je vais commencer par exposer une chronologie des acquisitions de Disney depuis 15 ans, qui sont marquées par une stratégie d'absorption des franchises cinématographiques à succès, afin de comprendre l'évolution de la production et de la diffusion des franchises Marvel et Star Wars. Mais avant ça, peut-être un petit rappel historique que j'emprunte à Mathieu Le Tourneux, hein, qui montre dans cette citation que depuis les années 40-50, les super-héros sont protégés par le trademark et non plus par le copyright, ce qui permet aux éditeurs de comics de lutter contre les imitations. Et donc, en fait, quelques décennies plus tard, lorsqu'un studio souhaite adapter les aventures d'un super-héros au cinéma, il doit en fait à chaque fois acheter la licence de ce super-héros à la maison d'édition, donc en l'occurrence à Marvel. Et donc, vous voyez, si on regarde un peu attentivement, par exemple, le logo du film Spider-Man Homecoming, hein, si on regarde de très près, on voit bien apparaître le sigle du trademark, hein, ici, qui accompagne donc le nom du super-héros. Donc, sur les acquisitions Disney, hein, en gros, hein, donc, entre 1996 et 2008, hein, en fait, justement, là, on est dans une phase où c'est avant l'acquisition de Marvel par Disney. Hein, vous savez qu'on va le voir dans la suite de la chronologie. Hein, Marvel a été racheté par Disney quelques années plus tard. Donc, mais entre 1996 et 2008, Marvel Studios, qui était la société de production qui assurait les adaptations cinématographiques des comics de Marvel Entertainment, négociait en fait des licences multiples avec diverses sociétés de production cinématographique.
Voilà, c'est-à-dire dès qu'il y avait une adaptation pour un super-héros, donc négociation avec Columbia Pictures et sa maison mère, donc Sony Pictures, la Paramount, la 20th Century, etc. Donc voilà, du coup, les licences des super-héros appartenaient à différents studios. Et donc, en 2009, Disney rachète Marvel Entertainment pour la somme de 4,24 milliards d'euros, qui paraissait un peu colossal la première fois que j'avais diffusé cette chronologie, et puis qui maintenant paraît un peu ridicule avec les rachats Twitter pour 40 milliards d'euros, mais c'est quand même une grosse somme. Et donc, à partir de cette date, Disney va racheter les droits de diffusion du catalogue préexistant de Marvel, et donc va chercher à racheter, à récupérer les licences détenues par d'autres studios et à centraliser la production des films. En 2012, Disney rachète cette fois Lucasfilm, qui détenait la franchise Star Wars pour un peu plus de 4 milliards d'euros. Entre 2010 et 2013, donc il y a une liste de rachats par Disney des droits de distribution des films Marvel produits par la Paramount. Donc les 3 volets de Iron Man, Avengers, Thor, Captain America, par exemple. Et donc tous les films qui sortent à partir de 2013 seront désormais entièrement produits et distribués par Marvel Studios, donc Marvel Studios qui appartient à Disney, à quelques exceptions près, Spider-Man notamment, dont la licence reste détenue par Sony Pictures. Donc ça, je vais en reparler tout à l'heure. Aujourd'hui encore, c'est Sony Pictures qui détient la licence de Spider-Man. Ensuite, donc, en 2015, il y a un accord entre Disney et Sony Pictures pour intégrer Spider-Man à l'univers cinématographique Marvel, qui lui dépend de Disney. Donc, accord, c'est-à-dire que Sony garde les droits de Spider-Man, mais le partage avec Marvel Studios. 2015 également, Marvel Studios est déplacé au sein de Walt Disney Studios. Bon, ça a l'air très technique comme ça, mais c'est assez important parce que ça veut dire que le président de Marvel Studios, Kevin Feige, doit désormais répondre directement au président de Walt Disney Studios, Alan Feige, et non plus au président de Marvel Entertainment. C'est-à-dire, donc là, vraiment, il y a une dépendance directe de Marvel Studios à Disney, alors que jusqu'à présent, Marvel Studios était contrôlé par Marvel Entertainment, donc, qui s'occupe également des comics. Entre 2016 et 2017, donc, Disney rachète BAMTech, qui est une société spécialisée dans la technologie de diffusion en streaming, en vue de la création de sa propre plateforme, ce qui marque donc le passage à une stratégie de vente directe aux consommateurs. Donc, le nom de la plateforme est annoncé en 2018, Disney+, et une date de lancement également. Et en 2019, Disney rachète aussi la 21st Century, ça aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, et met fin au contrat de distribution avec Netflix. C'est-à-dire toutes les séries, tous les films qui appartiennent à Disney et qui étaient jusqu'à présent diffusés sur Netflix ne sont désormais plus diffusés sur Netflix à partir de cette date. Et donc, Disney+ est lancé en 2019, le 12 novembre, aux États-Unis. Et ensuite en France en 2020, un petit peu plus tard. Et donc en décembre 2019, Marvel Television est intégré à Marvel Studios, ce qui là aussi a une importance, on va le voir sur la production des univers des franchises cinématographiques, puisque désormais il y a les séries télévisées et les films sont traités au même endroit. Voilà. Donc, du coup, avant le lancement de Disney+, en fait, les films, les séries télévisées, les séries d'animation qui composaient les univers Star Wars et Marvel étaient auparavant donc éclatés sur divers supports et dispositifs. Et depuis le lancement de Disney+, donc le principe, c'est qu'ils sont accessibles sur une interface unique. Et outre son catalogue préexistant, pour promouvoir sa plateforme, Disney a communiqué très tôt sur sa volonté de proposer rapidement donc, des contenus inédits,
en s'appuyant notamment sur les franchises à succès que sont Star Wars et Marvel. Donc, entre 2017 et 2019, la firme annonce, je ne vais peut-être pas revenir en détail là-dessus, hein, mais annonce des dizaines de séries Star Wars et Marvel qui sont destinées à sa nouvelle plateforme, puisque le succès dépend en effet en grande partie des programmes qui sont diffusés directement sur la plateforme sans passer par les salles de cinéma. C'est ça qui fait l'attractivité de Disney+. Et donc, à ce titre, depuis le lancement de Disney+, les séries ont un poids économique très important qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent pour Disney. Donc, double opération pour Disney ici, centralisation des contenus préexistants et sur Disney+, et création de contenus inédits qui sont donc destinés exclusivement à Disney+. Mais en ce qui concerne Marvel, le catalogue disponible sur Disney est incomplet pour des questions de droit. Par exemple, en France, le premier volet d'Iron Man n'est pas disponible sur Disney+, parce que ses droits sont détenus par M6. Et donc, Disney+ doit à chaque fois composer avec une législation variable selon les pays, et la loi française, notamment, est plus protectrice que les États-Unis pour les cinémas, puisque la plateforme doit respecter un délai réglementaire de 36 mois après la sortie en cinéma avant de pouvoir diffuser les films. Donc, les productions les plus récentes, comme Doctor Strange and the Multiverse of Madness ou Black Panther, Wakanda Forever, ne sont pas accessibles en France et ne le seront pas tout de suite, puisqu'il faut attendre donc 36 mois. Et donc, Disney, vu que le catalogue est incomplet, Disney essaie de récupérer progressivement les droits de diffusion qui lui permettent de rapatrier des contenus initialement destinés à d'autres plateformes ou distribués par d'autres studios. Donc, dès le lancement de Disney+, les franchises développées par la 20th Century, indépendamment du MCU, par exemple Fantastic Four, X-Men et Deadpool, donc tout ça, ça appartient à la 20th Century, tous ces films sont intégrés au catalogue Disney+, dans une rubrique intitulée Marvel Legacy ou Héritage Marvel en français, grâce au rachat de la 21st Century dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est parce que désormais Disney possède la 21st Century que toutes ces franchises peuvent être distribuées sur Disney+. Donc, la création de Disney+ a une incidence majeure sur les stratégies de production des franchises. Le MCU incluait déjà de nombreuses séries, mais jusqu'alors, Marvel Television, qui, comme je l'ai indiqué plus tôt, a été intégré à Marvel Studios en décembre 2019, partageait le contrôle artistique avec les chaînes et plateformes qui distribuaient les séries. Donc, voilà, les séries Marvel, jusqu'en 2019, se répartissaient entre ABC pour les agents du Shield, par exemple, Netflix pour Jessica Jones et autres, Hulu pour Runaways et Cloak and Dagger pour Free Fall, par exemple. Et donc, l'ensemble de ces séries est annulé en février 2019, à l'exception des agents du Shield, qui a bénéficié d'un petit prolongement jusqu'en 2020, si je ne me trompe pas. Et donc, les séries Jessica Jones, Iron Fist, etc., celles qui étaient diffusées sur Netflix, sont retirées de Netflix. Là, c'est un peu plus tardif, en mars 2022. C'est-à-dire ces séries qui étaient vraiment conçues pour Netflix sont retirées de la plateforme en 2022 pour être ensuite donc rapatriées sur Disney+. Et en France, elles sont visibles sur Disney+ depuis juin 2022 et elles ne sont plus accessibles donc sur Netflix. Donc sous l'intitulé « La saga des Defenders ». Et donc, désormais, le mode de production est complètement différent puisque le contrôle artistique dépend exclusivement de Marvel Studios. Donc, c'est Marvel Studios qui répond à Disney, donc directement à Disney, qui produit exclusivement donc, les films et les séries télévisées et voire les téléfilms. Il y en a quelques-uns aussi. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour Marvel. Et pour Star Wars, l'évolution est encore plus nette puisque l'univers créé par George Lucas, en fait, s'engouffre dans la voie ouverte par Marvel en élargissant son contenu à de nombreuses séries planifiées au même titre que les futurs films, suivant un calendrier fixé plusieurs années en avance.
Donc, c'est une pratique qui est établie de longue date chez Marvel. Et pour Star Wars, les difficultés pour centraliser le catalogue n'existent pas, puisque le modèle de production était d'emblée centralisé par Lucasfilm avant son acquisition par Disney. Et donc, Star Wars ne reposait pas sur ce système de licences multiples. Voilà, donc après cette présentation un peu de Disney+ et de son catalogue, donc, je vais m'intéresser au world building donc, chez Disney+, et donc plus particulièrement dans Marvel, et donc en évoquant un petit peu Star Wars. Et donc, au début des années 2010, en fait, les études critiques tendaient à envisager l'organisation des franchises cinématographiques suivant la logique d'un modèle satellitaire. Donc, expression que je reprends à Richard Saint-Gelais. Donc, modèle satellitaire qui se caractérise par un fonctionnement hiérarchisé entre les différents supports. Les films font office de récits matriciels, auxquels s'ajoute un certain nombre de productions qui ont un statut périphérique. Donc, il y a une hiérarchie entre les médias. Et Marilyn Ryan décrivait ce qu'elle appelait l'effet boule de neige des franchises telles que Star Wars, en distinguant entre 3 niveaux hiérarchiques, les films canoniques, les adaptations transmédiatiques telles que les jeux vidéo, et 3e niveau, les productions des femmes. Et de fait, le mode de production des premières séries télévisées du MCU était conforme à une telle analyse. Les différentes phases du MCU peuvent être envisagées comme une archidiégèse, c'est-à-dire donc le MCU se répartit en différentes phases qui sont composées de plusieurs films. Et donc, ces phases peuvent être comprises comme une forme d'archidiégèse si on en retient la définition resserrée que Raphaël Baroni emprunte à Mathieu Le Tourneau. Et donc, dans les 3 premières phases du MCU, l'archidiégèse se limitait aux films, tandis que cette fois, en fait, depuis le lancement de Disney+, en fait, le label Univers cinématographique Marvel, label qui montrait bien la priorité qui était accordée au film. Le cinéma est au centre du nom de la marque, alors qu'il s'agit d'une franchise transmédiatique. Depuis, en fait, on va le voir, donc les séries télé ont une importance accrue. Et donc, auparavant, le mode de production des premières séries télévisées reliées au MCU était conforme donc, à la hiérarchie du modèle satellitaire que décrivait Richard Saint-Gelais. Par exemple, Joss Whedon affirmait en 2016 le statut ancillaire des séries, donc en soulignant que les libertés narratives de l'équipe de la série Les Agents du Shield, donc, qui était diffusée sur ABC, dont il est également le créateur, étaient largement restreintes donc, par les projets filmiques, ce qui signifiait, je cite, qu'elles ne contiennent rien d'intéressant, uniquement des restes. Les séries télévisées étaient conçues comme une ramasse-miettes des films, quoi, en quelque sorte. Et à ce titre, donc, les séries mettaient en scène des événements qui avaient un statut périphérique comparable à ce qu'analysait Raphaël Baroni dans le cas de la guerre des clones ici. Donc Raphaël Baroni explique que un événement qui a lieu dans la série d'animation La guerre des clones ne touche qu'une petite partie du public, contrairement à la phrase « Je suis ton père » de Dark Vador dans les films. Et voilà, pour donner un exemple de ce fonctionnement périphérique des séries télévisées chez Marvel avant donc, le lancement de Disney+, exemple tiré des Agents du Shield, en fait, qui évoluait selon une chronologie parallèle à celle des films en cours de production. Chaque saison suivait un peu la chronologie des films qui sortaient. Et ça signifiait une temporalité de réception prescriptive qui devait être inféodée au visionnage des films. Donc, dépendance des récits périphériques vis-à-vis du récit principal, qui pouvait être parfois très contraignante, puisque, par exemple,
Dans Captain America, le soldat de l'hiver, donc film qui est sorti en 2014, il y a des révélations importantes concernant un complot d'espions, donc qui ont infiltré l'agence qui s'appelle le Shield. Et du coup, une série qui s'appelle Les Agents du Shield, évidemment, le fait que l'agence dans laquelle se passe la série soit infiltrée par des espions, donc, ce qui se passe dans le film a une influence directe sur la série télévisée. Et donc, ce qui fait qu'en fait, pour bien comprendre ce qui se passait, il fallait voir, en fait, regarder d'abord la série jusqu'à l'épisode 17 l'épisode 16 de la saison 1. Ensuite, regarder le film la semaine de sa sortie. Et ensuite, reprendre la série télévisée à la télévision, donc au moment de sa diffusion. Sinon, en fait, les gens qui regardaient la série sans avoir vu le film la semaine de sa sortie, en fait, se faisaient spoiler le film par la série. Voilà. J'espère que c'est à peu près clair. Et donc, du coup, c'est un système extrêmement contraignant, évidemment, qui ne fonctionne pas très, très bien parce que il y a très peu de récepteurs qui pouvaient se conformer à ce modèle. Et donc, les séries qui ont ensuite été développées en collaboration avec Netflix, cette fois pas avec ABC, mais avec Netflix, ont été marquées par un certain affranchissement de ce statut ancillaire. Là, le principe est plutôt de mettre en scène des personnages inédits et donc de développer une intrigue beaucoup plus autonome. Et en outre, ça permet à Netflix de viser un public un peu différent de celui des films, un public plus adulte. Ce sont des séries qui sont plus violentes et plus sombres que les films des 3 premières phases et qui ne rentrent pas dans la catégorie du divertissement familial. Donc, ça reste davantage, comme je disais, un public adulte. Voilà. Donc avant le lancement de Disney+, on a donc 2 modèles, soit vraiment des séries qui sont très très liées au film, mais qui sont contraignantes en termes de temporalité de visionnage, soit des séries qui sont beaucoup plus autonomes et beaucoup plus détachées, quitte à donc séparer complètement les publics des séries et des films. Et donc, les séries qui sont proposées sur Netflix fonctionnent sur un modèle différent des 2 précédentes, puisque, comme je l'ai signalé plus tôt, elles ont été d'emblée présentées comme faisant partie de la nouvelle saga qui englobe donc les phases 4, 5 et 6, donc qui s'appelle la saga du multivers, la nouvelle saga qui a commencé en même temps, qui a été lancée en même temps que Disney+. On y reviendra plus tard. Et donc, elles apparaissent comme faisant pleinement les séries, comme faisant pleinement partie des nouvelles phases de Marvel, comme dans les menus que j'affiche ici. Et donc, si on compare un petit peu les 2 modèles, en fait, désormais, dans la saga qui s'appelle la saga du multivers, les films, les séries et les séries animées sont considérés comme partie prenante des phases de l'univers Marvel, tandis que dans le modèle précédent, en fait, les séries animées et les séries avaient plutôt un statut périphérique et n'étaient pas considérées comme faisant partie de ces phases, donc, qui constituent le centre de l'univers cinématographique Marvel. Donc, une importance accrue des séries télévisées et une remise en cause de la hiérarchie entre un noyau constitué par les films et des séries périphériques, remise en cause qui peut être explorée à plusieurs niveaux. Je vais passer un petit peu rapidement sur les premiers niveaux parce que je les ai déjà présentés dans une communication précédente. Mais voilà, si on regarde les budgets, c'est un petit peu la même chose pour Star Wars. Les budgets consacrés aux séries télévisées, en fait, on se rend compte si on regarde le budget moyen par épisode, donc The Mandalorian, qui est une série, une série Star Wars, donc destinée à Disney+, Black Widow, WandaVision et Loki, qui sont des séries également destinées à Disney+, ont un budget beaucoup plus important que les Agents du Shield et les séries Netflix. Voilà.
bon, ça peut aussi être, on peut aussi se rendre compte de cette importance accrue quand on regarde, par exemple, aussi le casting, hein, voilà, casting de superstars. Là, pareil, je vais pas pour les séries télévisées, ce qui était un peu moins le cas auparavant. Hein. Là, c'est des acteurs un peu A-list, si on veut, qui sont castés dans les séries télévisées. Et aussi, hein, on peut le voir aux campagnes publicitaires qui sont orchestrées pour les séries Marvel et Star Wars, et qui ont des dimensions comparables aux campagnes publicitaires qui sont destinées aux films, donc pour créer du battage médiatique, ce que Jonathan Gray appelle la hype. Et là, budget très important aussi consacré aux campagnes publicitaires. Donc, je passe un petit peu rapidement là-dessus pour arriver au deuxième niveau qui m'intéresse, outre donc le niveau institutionnel, qui est le niveau, le niveau du story world, hein, le niveau du monde construit par le MCU. Et donc, les séries Marvel sont développées qui sont développées pour Disney+, sont consacrées à des personnages qui sont considérés comme des personnages de second niveau dans les films, mais qui ont quand même eu un rôle important dans le MCU, et des personnages qui sont très populaires auprès du public, hein, par exemple Wanda et Vision, Loki, Bucky Barnes, etc. Et donc, les séries qui sont les premières séries de la phase 4, donc, qui correspondent avec le lancement de Disney+, hein, donc, se situent dans le prolongement immédiat de Avengers Infinity War et Avengers Endgame, hein, donc j'affiche les images ici, qui clôturaient la saga précédente, donc la saga de l'infinité. Donc, la continuité narrative des séries avec les films des phases précédentes est particulièrement accentuée, et les développements qu'elles présentent ont un caractère central pour la phase en cours. C'est-à-dire que l'importance narrative des séries beaucoup plus importante que dans les phases précédentes. Par exemple, hein, donc la série WandaVision, qui s'intéresse aux conséquences de la disparition de Vision, qui meurt à la fin d'Infinity War sur sa campagne Wanda. Et c'est une série en fait qui fonctionne à la fois localement comme une série qui donc développe un ton et une intrigue spécifiques centrés sur l'évolution d'un ou deux personnages, ici donc sur le personnage de WandaVision qui devient la super-héroïne Scarlet Witch dans la série télévisée, mais série qui fonctionne également globalement, hein, pour préparer le terrain pour un film sorti en 2022, hein, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et pour une série spin-off qui est prévue pour l'hiver 2023-2024, donc Agatha, Coven of Chaos, mais aussi donc pour le film à venir également The Marvels. Et donc, WandaVision est une série qui vise à la fois à rassembler les fans de Marvel, mais aussi un public plus volatile, hein, qui est amateur d'un genre tout à fait différent, à savoir les sitcoms. Donc là, fonctionnant à un niveau local et plus global. Et donc, une évolution très nette en ce qui concerne Marvel, et donc l'importance accordée aux arcs narratifs des séries télévisées. Kevin Feige, hein, qui est le président de Marvel Studios, a multiplié les déclarations en ce sens concernant Loki, hein, ici, en soulignant que c'est une série qui va avoir un impact beaucoup plus important sur le MCU que toutes les séries qui ont été produites jusqu'à présent. Et donc, Loki, je vais y revenir plus en détail tout à l'heure, puisque Loki sert notamment à introduire la notion de multivers dans la 4e phase. Et donc, c'est la notion sur laquelle je reviendrai dans la dernière partie. Donc, une des idées fortes qui est défendue par Olivier Caïra, hein, c'est l'idée que le world building ne produit pas toujours d'intrigue. Il propose l'expression de tournant diégétique pour désigner, je cite, le passage d'une certaine coextensivité de la diégèse et du récit, qui caractérisait la littérature romanesque jusqu'au début du XXe siècle, à un développement tous azimuts de la diégèse, bien au-delà des limites traditionnelles du récit. Alors, ici, par exemple, hein, dans les exemples des cartographies, des vues d'artistes, des lexiques, des encyclopédies, etc., donc qui ne développent pas d'intrigue.
Alain Boya note quant à lui que cette évolution s'observe également dans le cas du cinéma. Je cite, « L'accent se serait ainsi déplacé de la temporalité, si souvent examinée par les narratologues de tous bords, à la spatialisation des composantes dites diégétiques. » Et dans le même sens, en 2015, Marilyn Ryan soulignait que l'expression transmédia storytelling n'était peut-être pas la plus adaptée pour décrire le fonctionnement des franchises transmédiatiques, et elle lui préférait l'expression de transmédia world building, puisqu'elle considérait qu'en fait, l'intrigue était secondaire par rapport à la construction et à l'expansion d'un monde fictionnel, ce qui justifie, selon elle, de privilégier pour l'analyse de tel corpus l'usage de la notion donc, de story world plutôt que celle d'intrigue. C'est le story world plutôt que l'intrigue qui rassemble les différents contenus qui composent le système. Donc, selon elle, le storytelling transmédia, ou plutôt transmédia world building, donc, se distingue des autres formes narratives par la relation spécifique entre le story world et les textes. Donc, selon Marilyn Ryan, toujours, les story world peuvent entretenir 3 types de relations avec les textes. Une relation texte unique, monde unique, dans lequel le texte est le seul mode d'accès à un story world déterminé. Une relation texte unique, monde multiple, dans laquelle le texte est indéterminé et peut inspirer de nombreuses interprétations et donc projeter de multiples story worlds. Et enfin, une relation texte multiple, monde multiple, donc relation qui est caractéristique des multiples versions d'une même histoire dans la tradition orale, mais qui est aussi celle qui est développée dans les récits transmédiatiques. Et pour Ian Noelton, en fait, le concept de story world s'avère en fait insuffisant, de story world unique, en fait, s'avère insuffisant pour rendre compte de la complexité des franchises cinématographiques et plus particulièrement des franchises transmédia, car celles-ci comportent en fait de nombreuses inconsistances, tellement elles sont les franchises transmédia, qui sont généralement des œuvres mondes absolument énormes, sont très souvent incohérentes, et donc il propose plutôt un modèle scalaire donc, qui distingue entre les story world locaux qui sont projetés par les récepteurs à partir de chacun des textes, les story world transmédiatiques glaucaux, non contradictoires, construits à partir de contenus multiples. Donc ça, c'est pour désigner les story worlds au sein d'une marque qui ne se contredisent pas. Et donc les story worlds transmédiatiques globaux, qui, pour le coup, sont souvent contradictoires. Ian Noelton ne dit pas systématiquement, mais souvent contradictoires. Et donc, il propose également une distinction entre les personnages locaux spécifiques à l'œuvre, par exemple, les instanciations spécifiques de personnages dans une seule production, comme le Spider-Man dans Spider-Man Homecoming ou dans les autres films, ou dans un comics en particulier. Donc, entre les personnages locaux, les réseaux globaux de personnages transmédia constitués de personnages spécifiques à l'œuvre, dont certains peuvent, sous certaines conditions, fusionner en un seul personnage transtextuel ou même transmédia. Et enfin, à une échelle encore plus grande, les figures transmédiatiques auxquelles ils sont connectés. Bon, par exemple, ici, Spider-Man en tant que héros de multiples comics et de différentes adaptations filmiques. Donc ici, une figure Spider-Man en tant que figure transmédiatique qui subsume en quelque sorte l'ensemble des différentes incarnations de Spider-Man. Donc, ce modèle a l'avantage d'être plus conforme aux pratiques majoritaires des franchises transmédiatiques qui sont régulièrement remodelées par diverses opérations telles que les reboots ou la continuité rétroactive. Mais il est également utile pour décrire plus précisément le fonctionnement de story worlds globaux et non contradictoires, car conçus de manière coordonnée. Par exemple, le terme de Mandoverse est utilisé par les équipes créatives de Star Wars pour désigner à la fois la série The Mandalorian et ses spin-offs, le livre de Boba Fett et Ahsoka qui n'est pas encore sorti. Donc, le Mandoverse est donc conçu comme un sous-monde local au sein de l'univers global de Star Wars.
De même, Raphaël Baroni utilise le terme de coagulation locale lorsqu'il parle des séries Marvel construisant leur propre cohérence sur leur plateforme de diffusion, Netflix, donc j'en parlais tout à l'heure, Jessica Jones, Luke Cage, etc. Séries qui sont désormais diffusées sur Disney+, et qui sont présentées dans le menu dans une section spécifique, donc la saga des Defenders. La limite, cependant, de la terminologie de Ton est, à mon sens, qu'elle ne permet pas de distinguer entre des stratégies de world building fondées sur la dispersion et la multiplication des versions contradictoires et des stratégies fondées sur la cohérence et la coordination des équipes créatives. On verra tout à l'heure ces différents modèles. Donc, ce déplacement de la temporalité à la spatialisation est ainsi devenu relativement consensuel chez les chercheurs, avec cependant des nuances, notamment de la part de Raphaël Baroni, qui invite à ne pas enterrer trop tôt la notion d'intrigue. Et bien, pourquoi ça ne marche plus? J'arrive plus à passer les... Ah, voilà. Pardon. De fait, les franchises Marvel et Star Wars conservent une forte orientation temporelle. Le MCU, je l'ai dit tout à l'heure, se divise en phases, elles-mêmes rattachées à des sagas. Et dans le menu Disney+, les séries préalablement diffusées sur Netflix sont également présentées comme une saga. Ça, c'était ma diapositive précédente. La logique narrative demeure celle d'une multiplication d'arcs narratifs qui convergent dans l'apothéose proposée dans les opus finaux des sagas, formant ce que Baroni nomme un arc majeur, qui propose un dénouement commun à l'ensemble des incertitudes ouvertes par les différentes productions. Les séries du MCU, les séries télévisées donc, du MCU, épousent la stratégie narrative de feuilletonisation qui était jusque-là réservée aux films, celle des séquences de mi-générique et post-générique qui visent à nouer une intrigue qui se poursuivra dans les opus suivants. Donc, si vous avez déjà regardé des films Marvel, vous savez que à la fin de chaque film Marvel, il faut bien attendre la fin du générique parce que vous avez donc une séquence qui s'ouvre pour annoncer les films à venir. Et là, du coup, dans les derniers épisodes des séries télévisées, on assiste à une pratique similaire. Donc, je donne seulement l'exemple de WandaVision, mais c'est le cas pour les autres séries aussi. Donc, le dernier épisode de WandaVision annonce le film The Marvels et pour la séquence de mi-générique. Et la séquence post-générique annonce quant à elle le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc, l'intrigue ne se réduit pas au niveau local des épisodes des séries. Les arcs de tension dirigent l'intérêt du public vers les opus à venir à un niveau englobant. En ce qui concerne Star Wars, les ellipses des récits préalables sont conçues comme autant d'intrigues en souffrance de leur dénouement, lacunes comblées par de nouveaux films et de nouvelles séries. Par exemple, la série Obi-Wan Kenobi, qui lève le voile sur le sort du Jedi durant les 10 ans qui séparent la revanche des Sith et un nouvel espoir, est ainsi métaphoriquement qualifié de tissu connectif dans cette critique du Guardian ici, donc, qui vise à connecter deux films que 10 ans séparent. Et ce phénomène est lié, selon Mathieu Le Tourneux, interrogé ici dans 20 minutes, capitalisation sur la nostalgie et la fétichisation de la trilogie d'origine qui demeure le point d'ancrage indépassable de Star Wars. Et donc, le principe à chaque fois, c'est de combler chaque lacune qui existe dans les films Star Wars. Mais si le dispositif de Disney+ met principalement en avant la dimension narrative de ses contenus, puisque ce sont les productions audiovisuelles qui sont au cœur de ce dispositif, il lorgne cependant ponctuellement en direction du tournant diégétique cher à Olivier Caïra, en proposant des sections orientées vers un fonctionnement encyclopédique, adapté au désir d'accumulation de connaissances par les fans. On peut évoquer ici, par exemple, la mise en avant des cultures dans certaines sections de Disney+, donc la culture mandalorienne, à travers une sélection d'épisodes de la série animée The Clone Wars, sélection qui capitalise donc sur le succès de The Mandalorian pour promouvoir auprès d'un nouveau public la série animée qui lui est antérieure. Mise en avant aussi de documentaires, de making-of, que ce soit dans le cas de Star Wars ou de Marvel,
ou encore de vidéos d'atmosphère. Hein. Par exemple, cette série de Star Wars qui est composée d'une compilation d'extraits qui mettent en avant leur texture sonore en les isolant de leur fonction. Non, ça, c'est les documentaires, pardon. Donc, c'est ici. Donc, une série qui met en avant la texture sonore de l'univers Star Wars en isolant ces sons de leur fonction narrative. Donc là, on a quasiment des vidéos d'ASMR Star Wars qui sont composées d'une compilation d'extraits des films. En outre, il ne faut pas non plus, mais ça, c'est pas mon sujet aujourd'hui, mais je l'évoque quand même brièvement. Il ne faut pas non plus négliger le fait que l'importance des produits dérivés dans le caractère design. Donc là encore, c'est un sujet que je laisse à Alain Boya qui en parlera peut-être, mais un personnage comme Grogu Baby Yoda dans The Mandalorian est aussi conçu aussi bien comme point de départ de l'intrigue de la série que comme objet cute ou kawaii qui vise à toucher au-delà du public cible de la franchise. Et il n'est pas rare, par exemple, de tomber sur une peluche Grogu chez quelqu'un qui n'a jamais vu le moindre épisode de Star Wars. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, il y a des variations d'équilibre entre monde et intrigue, y compris au sein d'une même franchise qui comporte des contenus extrêmement divers, plus ou moins narratifs. Et dans la mesure où je m'intéresse ici principalement à la plateforme qui met en avant donc, les médias audiovisuels, c'est les médias audiovisuels qui constituent le cœur de l'expérience de Disney+, l'intrigue demeure bien sûr un aspect essentiel. Et donc, en dernière partie de cet exposé, je vais m'intéresser à la notion que j'ai déjà évoquée à quelques reprises, celle de multivers, qui est une notion centrale du MCU, dont l'inauguration de la nouvelle saga, donc saga du multivers, coïncide avec celle de Disney+. Donc, voilà. Et donc, pour une définition du multivers, en fait, je m'appuie sur Marie-Laure Ryan, qui en propose une définition ontologique dans laquelle les personnages doivent traverser les frontières entre les mondes ou, à minima, faire état d'une connaissance de l'existence de différents mondes pour qu'il y ait multivers. Et donc, le multivers, ça consiste généralement en une stratégie narrative qui permet au récit de se diffracter en lignes temporelles parallèles. Et donc, dont les personnages doivent au moins avoir connaissance ou voir traverser les frontières. Donc, le multivers est loin d'être inédit chez Marvel. Son rôle est prépondérant dans le développement des comics depuis plusieurs décennies. Je vais faire un point historique un peu rapide pour évoquer ce rôle dans les comics. Point historique qui s'appuie en partie sur un article de William Proctor qui date de 2017. Toutes les références sont dans la bibliographie que j'ai transmise par email. Et donc voilà, article dont vous pourrez trouver les références dans cette bibliographie. Et donc, pour le multivers, c'est le principal concurrent de Marvel, DC Comics, qui est le premier à se saisir du concept d'univers parallèle en 1961, dans un comics intitulé The Flash of Two Worlds, dans lequel Flash traverse la frontière entre deux dimensions pour rencontrer sa précédente incarnation. Et cette histoire coïncide à quelques années près avec l'émergence de théories en physique quantique, notamment celle de Hugh Everett. Je ne suis pas du tout spécialiste, évidemment, de ce domaine, mais je vais faire un petit point rapidement pour expliquer ces grandes lignes. Donc, cette théorie de Hugh Everett, qui date de 1956, propose un modèle spéculatif qui remet en cause la physique classique. Suivant l'hypothèse d'Everett, appelée théorie des mondes multiples, l'univers se ramifie en une quantité innombrable d'univers parallèles qui existent dans une superposition d'états. C'est une théorie qui a été proposée notamment pour résoudre le paradoxe du chat de Schrödinger. Là non plus, je ne vais pas rentrer en détail, mais donc l'idée que le chat est à la fois mort et vivant, il peut être les deux à la fois, puisqu'il y a d'innombrables ramifications, d'innombrables possibles qui créent de nouveaux mondes.
Mais comme Proctor le rappelle, il est douteux que les équipes créatives de DC Comics aient eu connaissance à l'aube des années 60 de la théorie d'Everett, qui est restée cantonnée dans le champ académique avant d'être popularisée dans les années 70 par le physicien Bryce DeWitt. Chez DC Comics, donc, le concept de terre multi permet de démultiplier les possibles narratifs, mais il entraîne une multiplication de séries qui se contredisent entre elles, ce qui sème la confusion chez les lecteurs et les lectrices. Et donc, pour ces 50 ans, face au gros bazar qui avait été créé par la multiplication de toutes ces séries, DC Comics confie à Marv Wolfman et à Dick Perez, ainsi qu'à Dick Giordano, le soin de simplifier, clarifier, modifier et améliorer le vaste univers DC. Et donc, il publie en 1985 la série Crisis on Infinite Earths, un reboot dans lequel toutes les différentes terres fusionnent en une seule réalité, New Earth, qui met fin donc au multivers, ce qui revient à annuler les séries préalables. Donc ça, c'était chez le concurrent de Marvel, DC Comics. Et à l'inverse de DC Comics, les équipes de Marvel ont cherché d'emblée à privilégier la continuité entre les différentes séries, et elles ont instauré un contrôle éditorial qui veillait à instaurer des connexions entre elles. Là, c'est le multivers est d'emblée organisé autour d'une hiérarchie, et la continuité historique, celle qui correspond aux comics créés par Stan Lee et Steve Ditko dans les années 60, et qui n'a jamais été rebootée de toute l'histoire de Marvel, se déroule dans un espace qui est désigné la Terre 616. Et donc, les séries dérivées prennent généralement pour point de départ un événement qui a lieu dans la continuité principale pour explorer des scénarios alternatifs sur le modèle de la série What If, que se serait-il passé si, soit ce que Richard Saint-Gelais nomme contre-fiction. Donc, l'idée qu'on explore un scénario fictionnel alternatif à celui de la continuité principale. Et donc, la production de séries peut ainsi proliférer tout en restant cohérente, chaque série déviant de la continuité principale, donnant lieu à un univers parallèle peuplé de contreparties des personnages d'origine, pour reprendre le terme utilisé par les logiciens. Il s'agit donc d'une mise en œuvre fictionnelle de la théorie d'Everett, ce qui conduit Proctor à parler de sérialité quantique. Et Proctor montre qu'à partir des années 2000, le multivers est notamment exploité par Marvel Comics pour permettre davantage de diversité, afin de toucher les jeunes générations de lecteurs et de lectrices, sans toutefois s'aliéner les lecteurs historiques attachés au récit de Stan Lee et Steve Ditko. Par exemple, dans l'un des univers dérivés, le jeune Miles Morales endosse le costume de Spider-Man après la mort de Peter Parker. Et si on en vient maintenant, donc après ce point historique, à ce qui se passe dans le MCU, en fait, le MCU est conçu suivant une logique de continuité et de séquentialité qui est similaire à celle des comics, à l'inverse des films tirés des comics DC. Si vous avez déjà vu des films DC, à chaque fois, les films se rebootent un peu systématiquement entre eux. Il n'y a pas de continuité globale entre les différents Batman, les différents Jokers, etc. Et donc, l'idée que le MCU serait un univers, un des univers au sein d'un multivers qui engloberait les comics et films n'est exploitée que de manière périphérique. L'univers du MCU est désigné comme la Terre 199 dans un guide Marvel qui est sorti en 2008. Donc, vous vous souvenez, donc pour les comics, la continuité principale, c'est la Terre 616. Et donc, dans ce guide, le MCU, l'univers cinématographique Marvel, est désigné, donc, est numéroté Terre 199 999. Et donc, ce guide qui paraît en 2008, au moment de la sortie du premier film Iron Man, qui inaugure l'univers cinématographique Marvel. Mais cette numérotation n'est vraiment présente que dans ce guide, donc très périphérique, et n'est pas utilisée par ailleurs. Et donc, les films des premières phases font ponctuellement des allusions au multivers issu des comics,
mais essentiellement sous la forme de ce qu'on appelle des easter eggs, c'est-à-dire des détails très discrets et destinés uniquement à l'œil avisé des fans de comics. Par exemple, ici, dans Thor, le monde des ténèbres, un film qui date de 2013, un physicien, le docteur Eric Selvig, désigne sur son plateau le monde dans lequel il évolue, comme la Terre 616. Donc, les films se dérouleraient d'après ce film dans la Terre 616, donc comme les comics, et non plus la Terre 199 999. Et il fait allusion aussi sur son tableau à une faille dans l'univers, faille qui apparaît en fait dans le numéro 6 du comics War of Kings de 2009, et qui permet dans ce comics d'accéder précisément à des univers alternatifs. Mais dans le film, cette faille donc ne débouche sur aucune intrigue. Donc, pas de multivers véritablement dans les films Marvel autour de 2013, hein, simplement des allusions qui sont pardon, j'ai oublié d'afficher le comics, hein, des allusions qui sont destinées aux fans qui font des arrêts sur image pour observer tous les détails des films. Donc, la première véritable utilisation narrative du multivers dans le MCU date de 2016, dans le premier film Doctor Strange, film qui pose l'existence de dimensions multiples au sein du MCU, à travers lesquelles donc, le héros, le Doctor Strange, voyage. Mais à cette époque-là, hein, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, expliquait qu'il n'était pas prévu de mettre en scène des univers parallèles avec des contreparties des personnages, comme ce qui se passait dans les comics, mais uniquement des dimensions extraterrestres. Et donc, au sein du MCU, c'est la conclusion de la saga de l'infinité, dont j'ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, hein, qui met véritablement en place le cadre du multivers tel qu'il est actuellement exploité dans la deuxième saga, donc celle qui englobe les phases 4, 5, 6. Le premier volet du diptyque final, Avengers Infinity War, qui date de 2018, est marqué par la victoire du super méchant, Thanos, qui parvient à désintégrer la moitié de la population grâce au pouvoir que lui donnaient les 6 pierres d'infinité. Bon, c'est vraiment très, très rapide comme résumé. Hein. Donc, c'est le méchant qui gagne. Donc. Et donc, il parvient à désintégrer la moitié de la population. Et dans le deuxième volet, Avengers Endgame, en 2019, les super-héros, hein, les Avengers, parviennent à développer des moyens technologiques qui leur permettent de voyager dans le temps à travers le royaume quantique, une dimension au sein de laquelle les concepts d'espace et de temps sont inexistants. Et donc, ils récupèrent chacune des pierres de pouvoir avant que Thanos ne mette la main dessus, revisitant l'intrigue des films précédents. Donc, voilà. Donc, 2018, le méchant gagne. 2019, les gentils gagnent en remontant dans le temps, pour simplifier. Et la théorie du voyage dans le temps qui est appliquée ici n'est pas celle du paradoxe temporel tel qu'il est souvent mobilisé dans la science-fiction. Donc, exemple du paradoxe temporel, hein, le paradoxe du grand-père. Que se passe-t-il lorsqu'un voyageur dans le temps tue son grand-père avant que celui-ci ait eu des enfants, hein, donc paradoxe. Et donc ça, c'est un paradoxe du voyage temporel classique. Hein. Et dans le MCU, ce paradoxe est en fait inopérant parce que chaque modification du passé entraîne la création d'un nouvel univers parallèle. Donc, il s'agit bien, de manière explicite, hein, d'une application fictionnelle, à nouveau de la théorie d'Everett, hein, application fictionnelle d'autant plus explicite que le terme quantique est utilisé à toutes les sauces dans les films. Et donc, Avengers Endgame pose ainsi les fondements de la deuxième saga du MCU, la saga du multivers, qui est donc en cours de développement, en cours de production actuellement, et qui est composé donc des phases 4, 5, 6. La phase 4 s'est achevée à la fin de l'année 2022 avec Black Panther Wakanda Forever, et la phase 5 a été inaugurée il y a quelques jours, 4 jours je crois, avec la sortie d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, le film dont je ne vais pas vous parler parce que je ne l'ai pas encore vu, voilà, puisqu'il est sorti il y a 4 jours. Donc je vais me cantonner à la phase 4 hein, pour l'instant. Donc, notons également que en fait, c'est un film parallèle qui est sorti de façon parallèle à Avengers Infinity War en 2018, hein, donc un film d'animation
Spider-Man New Generation, qui a été longuement analysé par Anne Besson dans une communication lors du colloque Sérialité qui s'est tenu à Lausanne en 2021. En fait, c'est un film donc Spider-Man, qui est extérieur à MCU, qui n'est pas développé par Disney, donc, qui a exploité en même temps à peu près que Marvel, hein, le principe du multivers sur le modèle des comics, puisqu'il met en scène la rencontre de diverses contreparties de Spider-Man, dont certaines sont directement inspirées des différentes versions de Spider-Man dans les comics, donc suite à l'activation d'un portail multidimensionnel. Donc les Spider-Man et les Spider-Women de plein d'univers alternatifs se rencontrent dans ce film. Voilà, donc ça, pareil, je l'évoquerai un petit peu davantage tout à l'heure parce que je vais m'arrêter un peu longuement sur le cas de Spider-Man. Mais pour l'instant, je reviens au MCU. Et donc, ce sont dans le MCU, hein, ce sont les séries qui sont diffusées sur Disney+, qui inaugurent les arcs narratifs qui surplombent l'ensemble des productions de la saga du multivers. Donc, notamment, là, je vais m'intéresser surtout... on pourrait en analyser d'autres de ce point de vue, mais je vais m'intéresser surtout à Loki et à la série animée What If. Et donc pour Loki, en fait, donc, je l'ai dit tout à l'heure, Loki se situe dans la continuité immédiate de Avengers Endgame, le film qui clôt la saga précédente. Et donc la première tentative des super-héros dans le Avengers Endgame pour récupérer une des pierres de pouvoir, la pierre de l'esprit, échoue, puisqu'ils se rendent à New York en 2012, à date à laquelle, dans le film Avengers, les Avengers ont empêché Loki de détruire la ville. Et donc, quand Tony Stark et Scott Lang remontent dans le temps pour récupérer la pierre à ce moment-là, ben, le Loki de 2012 parvient à s'échapper avec la pierre. Et donc, le film ne donne aucune indication sur ce qui arrive à Loki ensuite. On sait juste qu'il s'échappe dans le film. Et donc, la série Loki se charge de résoudre cette incertitude. Le Loki de 2012, hein, celui qui s'est échappé une fois que Tony Stark et Scott Lang ont remonté dans le temps, est identifié comme variant et arrêté pour être jugé par un mystérieux tribunal des variations anachroniques, car son évasion a créé un nouveau flux temporel, a ouvert un nouvel univers alternatif. Et durant ces péripéties, hein, il rencontre d'autres variants, dont certains sont inspirés des comics, hein, comme ici, tout à droite de l'écran, hein, le classique Loki, donc qui est inspiré des comics des années 60. Et donc, il voyage dans de nombreux univers alternatifs. Voilà. Et donc, la série pose la centralité de l'univers dans lequel se déroulent les films du MCU, qui est désigné comme la timeline sacrée, et qui est au fondement de toutes les ramifications ainsi visualisées dans le dernier épisode de la série, que cherche à protéger le tribunal des variations anachroniques. Donc, vous voyez ici la dimension à la fois spatiale et temporelle, hein, donc du multivers, hein, puisque donc c'est une nouvelle variation qui, à chaque fois, fait émerger une nouvelle branche et donc un nouvel univers alternatif. Ensuite, si je m'intéresse brièvement aussi également à la série What If, hein, c'est une série d'anthologie qui propose des versions alternatives à la continuité principale. Chaque épisode de What If propose un nouveau scénario. Que se serait-il passé si donc, c'est évidemment directement inspiré de la série de comics du même nom. Et chacun de ces épisodes est observé par un personnage, un narrateur, le gardien, qui introduit ainsi chaque épisode. Hein, ici, voilà, le temps, l'espace, la réalité, ces éléments ne sont pas linéaires. Ce sont des prismes reflétant une infinité de possibles, etc. Et voilà. Et donc, comme je le disais, chaque épisode explore un scénario, un nouveau scénario contre-fictionnel. Que se serait-il passé si Peggy Carter était devenue Captain America à la place de Steve Rogers? Que se serait-il passé si T'Challa n'était pas devenu Black Panther mais Star-Lord, etc., etc.
Cette série a une fonction didactique. Outre sa fonction narrative, elle donne en quelque sorte le mode d'emploi du multivers, donc le mode d'emploi de l'intégralité de la saga. On peut faire un peu la même remarque sur Loki, qui comporte beaucoup de passages explicatifs sur ce que c'est que cette histoire de multivers. Et pour bien comprendre la spécificité du multivers par rapport au fonctionnement habituel des franchises transmédiatiques, on peut faire une rapide comparaison avec Star Wars. Donc, pour qu'un système que Marie-Laure Ryan désignait comme un système texte multiple, monde unique, fonctionne, le public doit supposer que le story world est ontologiquement unifié malgré la plasticité sémiotique de son décor et de ses personnages. Par exemple, la jeune padawan Ahsoka Tano, qui a été créée pour la série d'animation Star Wars Clone Wars, où elle est interprétée par l'actrice Ashley Eckstein. Ensuite, donc, Ahsoka Tano apparaît dans un roman et dans des jeux vidéo, entre autres. Et à l'âge adulte, on la retrouve dans la série d'animation Star Wars Rebels et plus récemment donc dans la série en live action The Mandalorian, dans laquelle elle est interprétée par l'actrice Rosario Dawson, qui ne lui prête pas seulement sa voix, mais également ses traits. Et donc, vous voyez, dans cet exemple, en fait, les récepteurs sont encouragés à supposer que le personnage Ahsoka en live action, interprété par Rosario Dawson, est le même personnage que l'Ahsoka animée et non pas une contrepartie. C'est bien le Ahsoka enfant, puis Ahsoka adulte, c'est le même personnage, non pas une version différente à chaque fois, malgré donc la pluralité sémiotique du personnage. Et donc, Ian Noelton applique l'hypothèse du principe de charité de Kendall Walton pour expliquer pourquoi cette différence de représentation n'affecte pas l'expérience des récits transmédiatiques. Les spectateurs préfèrent ignorer les disparités sémiotiques flagrantes plutôt que de considérer le story world comme paradoxal ou illogique. Mais dans le cas du multivers, les spectateurs sont au contraire encouragés à postuler ce que Marie-Laure Ryan désigne comme un pluralisme ontologique. Il existe de nombreuses contreparties d'un personnage, parfois jouées par le même acteur, comme c'est le cas pour ces différents Loki. Donc le Loki d'origine, qui est tué par Thanos dans Avengers Infinity War, son variant de 2012, qui s'est échappé donc, après que les Avengers ont remonté le temps, et donc qui est le héros de la série, et les multiples variants que ce dernier rencontre, certains d'entre eux étant également interprétés par Tom Hiddleston. Donc là, ici, même acteur, mais version différente du personnage. Faut-il pour autant rajouter un quatrième système à ceux qui sont proposés par Marie-Laure Ryan, un système qui serait donc texte multiple, monde multiple, pour décrire le fonctionnement du MCU. À mon sens, on reste tout de même le modèle texte multiple, monde unique, puisqu'il y a une forme d'unité ontologique du MCU au-delà de ce pluralisme que je viens de vous exposer. Donc, cette unité, c'est un story world dans lequel l'existence d'univers parallèles n'est pas seulement une hypothèse issue de la mécanique quantique qui fascine à la fois les amateurs de science-fiction et les narratologues, mais bien une réalité scientifique. C'est bien le sens du monde multivers, un univers donc, dans lequel l'unité ontologique, c'est le fait qu'il y a plein d'univers. Voilà. Et du coup, ici, donc, on peut contraster aussi le multivers dans DC Comics, qui reposait sur une logique de cohabitation des versions contradictoires et dans lequel les rencontres entre des univers parallèles pouvaient exister, mais de façon ponctuelle, avec un principe plutôt d'autonomie des séries. Et ici, le multivers dans Marvel, et particulièrement dans le MCU, qui repose sur une logique de centralisation et de continuité. Il y a une continuité principale, et tous les autres univers dérivent de l'univers principal. Et donc, la rencontre entre les univers, ici, n'est pas seulement ponctuelle, anecdotique, mais elle est vraiment au centre du dispositif. Et l'exemple le plus spectaculaire, c'est certainement celui de Spider-Man No Way Home, qui date de 2021,
et qui opère une suture avec les précédentes adaptations de Spider-Man, produites non pas par des studios qui appartiennent à Disney, mais par la Columbia et Sony Pictures, et donc qui étaient à l'origine indépendants du MCU. Donc, dans ce film, pour le résumer très très rapidement, Peter Parker, qui est l'alter ego civique de Spider-Man, demande de l'aide au Docteur Strange parce qu'il est désespéré par les conséquences désastreuses entraînées par la révélation de son identité. Le monde entier est au courant que Spider-Man est Peter Parker et ça lui pourrit la vie. Et du coup, Doctor Strange jette un sortilège pour effacer cet événement de la mémoire du reste de l'humanité. Mais au lieu d'avoir l'effet escompté, le sortilège déclenche l'ouverture du multivers et l'arrivée de super méchants qui sont issus en fait de la trilogie de Sam Raimi qui date de 2002 à 2007. Donc le bouffon vert, Dr Octopus et l'homme sable, et d'autres super méchants donc, qui sont issus quant à eux du diptyque des deux films de Mark Webb qui datent de 2012 et 2014. Donc les méchants en question, c'est le lézard et Electro. Et donc, Peter Parker combat ces méchants avec l'aide de deux autres Spider-Man, celui qui est incarné par Tobey Maguire dans les films de Sam Raimi et celui qui est incarné par Andrew Garfield dans les films de Mark Webb. Et donc là, je vais revenir un petit peu sur la genèse de ce projet parce que c'est assez intéressant pour comprendre le rôle qui joue la notion de marque. Donc, parmi les tractations autour de la licence des personnages Marvel, Columbia Pictures, c'est pas noir, bon, c'est pas grave. Columbia Pictures, qui est détenue par Sony Entertainment, a remporté en 1999, après 8 ans de bataille juridique, les droits de Spider-Man, ce qui lui a permis de produire une première franchise. Donc, la trilogie de films réalisés par Sam Raimi, avec Tobey Maguire dans le rôle titre, donc les films qui datent de 2002, 2004 et 2007. Donc, il y avait d'autres films qui étaient prévus, mais ils ont été annulés suite au retrait de Sam Raimi du projet. Donc, le réalisateur se retire. Et donc, Sony décide de rebooter la franchise, de faire une nouvelle franchise complètement autonome de la précédente. Et donc, ça donne The Amazing Spider-Man, avec Andrew Garfield, réalisé par Mark Webb, suivi par un deuxième volet qui date de 2014. Et donc, ces deux films étaient initialement conçus comme les premiers volets d'une franchise plus vaste, mais suite à la réception décevante du deuxième volet, celle-ci est à son tour annulée. Et un accord est conclu entre Sony et Marvel Studios pour rebooter à nouveau Spider-Man, mais cette fois au sein du MCU. Et donc, l'acteur Tom Holland fait sa première apparition en tant que Peter Parker dans le MCU en 2016, dans Captain America Civil War, et il obtient ensuite le rôle principal de Spider-Man Homecoming en 2017, ainsi qu'un rôle important dans d'autres films du MCU. Et parallèlement, Sony produit notamment le film d'animation dont j'ai parlé tout à l'heure, Spider-Man Into the Spider-Verse. Non, pardon, New Generation, je me suis trompée. Ça, il faudra que je corrige cette diapositive. Ça, c'est le deuxième volet que j'ai mis comme titre. En fait, c'est New Generation. Et donc, Sony produit ce film d'animation, mais produit également le film Venom, qui devait initialement être un spin-off rattaché à la franchise The Amazing Spider-Man. Mais comme cette franchise n'a pas très bien marché, en fait, le film est marketé comme un univers autonome autour d'un personnage dont Sony détient aussi la licence, donc Venom. Et pour Sony, Venom devait constituer une nouvelle franchise, un nouvel univers partagé, indépendant à la fois de The Amazing Spider-Man et initialement donc du MCU. Mais avec tout de même des espoirs de crossover avec le MCU, particulièrement donc, du côté de Sony, puisque en fait, la productrice Amy Pascal indique que pour elle, pour les équipes créatives, Venom se déroule en fait dans le même univers que Spider-Man Homecoming.
à tel point qu'en fait, un caméo de Tom Holland est filmé pour le film, mais il est ensuite retiré sur la demande de Marvel Studios. C'est-à-dire que là, donc, il n'y a pas d'accord encore à ce moment-là sur le fait qu'il y a un partage entre Venom et l'univers cinématographique Marvel. De nombreux appels de pied de Sony qui cherchent à connecter les deux univers, mais qui n'aboutissent pas au départ. Et en 2019, après la sortie du deuxième film Spider-Man au sein du MCU, ont lieu des discussions entre Marvel Studios et Disney d'une part, et Sony d'autre part, sur les possibilités de développer de telles connexions donc, entre la potentielle franchise lancée par Venom et donc le MCU. Mais ces négociations achoppent notamment sur la question du partage des bénéfices. Disney voulait passer de 5% des bénéfices des films produits par Sony à 20-25%. Et donc, Sony annonce que Spider-Man n'apparaîtra plus dans le MCU. Et donc à ce moment-là, donc Sony veut récupérer, comme il n'y a pas d'accord entre Sony et Spider-Man, ils veulent retirer complètement ce Spider-Man à Disney. Mais lorsque les réactions outrées des fans lorsqu'ils apprennent ça, notamment lors d'une convention, Disney, pardon. Et du coup, vu le mécontentement général, l'acteur principal de Spider-Man, Tom Holland, intervient directement auprès du président de Disney, Bob Iger, et du président de Sony, Tom Rothman, et ce qui aboutit donc à une reprise des négociations, et cette fois à un accord avec le principe que Disney récupère 25% des bénéfices des films produits par Sony en échange d'une participation à hauteur de 25% du budget. Et c'est ça qui donne donc un troisième film Spider-Man, un accord pour un troisième film Spider-Man, et avec des possibilités de crossover avec d'autres films produits par Sony. Bon, c'était un petit peu long, ça a l'air un peu anecdotique comme ça, mais c'est assez intéressant pour voir comment justement ces univers transmarques se mettent en place. Et donc, au moment où les négociations aboutissent, Rothman, le président de Sony, qualifie cet accord de gagnant-gagnant-gagnant, gagnant pour Sony, gagnant pour Disney, gagnant pour les fans, tandis que Bob Iger fait son mea culpa en expliquant que, je cite, parfois, quand des compagnies négocient, elles oublient qu'il y a d'autres gens qui importent. Donc, une bien belle histoire, à prendre avec des pincettes, puisque un tel storytelling permet aux studios de valoriser leur capacité d'écoute de leur public. C'est un peu genre, les fans ont râlé et donc on accepte de faire comme veulent les fans. Et donc, ça leur permet de mettre en avant une communion entre les pôles de la production et de la réception, un fonctionnement bottom-up dans lequel les fans auraient la possibilité de rappeler à l'ordre les industries lorsqu'elles s'égarent momentanément. Donc, on assiste ici à un phénomène que j'ai étudié dans ma thèse, c'est à savoir la mise en place d'un récit du récit qui tient en haleine les récepteurs les plus impliqués, qui suivent avec attention donc, les négociations entre les firmes dans la mesure où ils savent qu'elles ont des conséquences narratives majeures. C'est-à-dire les fans du MCU, par exemple, vont regarder de très près ce qui se passe entre Sony et Disney pour savoir si Spider-Man apparaîtra à nouveau dans le MCU. Et donc, voilà, donc à partir de ces négociations, ce qui s'appelle désormais le Sony's Spider-Man Universe, on peut relever ici la stratégie marketing, évidemment, comme pour le Marvel Cinematic Universe, l'attention est vraiment portée sur la visibilité de la marque qui est mise en avant dans l'intitulé de l'univers. Et donc, ce Sony Spider-Man Universe est partagé officiellement avec le MCU, avec la sortie de Spider-Man No Way Home. Où est-ce que c'est? Voilà. Et donc, où est-ce que j'en suis? Pardon. Et ensuite, donc, comme voilà, donc là, ça se cercle, pardon. Voilà.
Et ensuite, donc, avec la sortie de Spider-Man No Way Home, en fait, ce sont également les deux franchises Spider-Man préalables, hein, celle de Sam Raimi et celle de Mark Webb, qui sont ramenées au sein d'un multivers commun. Et ensuite, donc, dans le sequel de Venom, hein, le Derby Carnage, et dans son spin-off Morbius, Sony reprend la stratégie utilisée par le MCU pour établir la continuité entre différents films, celle des scènes post-génériques, hein, puisque Venom est transporté dans le MCU depuis son univers par un sortilège lancé par Doctor Strange dans un autre film, Spider-Man No Way Home, et il est ensuite renvoyé chez lui dans une scène post-générique de No Way Home, donc. Et idem dans Morbius, hein, Vulture est transporté dans le MCU par ce même sort lancé donc depuis Spider-Man. Donc on a une construction d'une petite séquence narrative partagée entre 3 films. Donc, si je récapitule, un Doctor Strange lance un sort et ça implique ça ramène dans son univers les personnages de 2 films différents, donc Venom et Morbius. Voilà. Et donc, l'accord conclu entre Disney et Sony comporte également un volet concernant la diffusion des films Sony. Les films de Sam Raimi, Mark Webb, Spider-Man et le dessin animé Spider-Man Into the New Generation sont ainsi disponibles sur Disney+ depuis 2022, ce qui permet à la firme de poursuivre la centralisation de la diffusion du catalogue Marvel. Et donc, vous voyez ici, on a bien un univers Spider-Man au sein du multivers MCU, que Disney, hein, vous le notez dans cette section que j'affiche, hein, que Disney se garde bien sûr, de désigner comme lié à Sony. Voilà. Et ensuite, donc, Doctor Strange in the Multiverse of Madness poursuit le tissage avec les franchises externes à Disney. Hein. Là, je vais évoquer cet exemple beaucoup plus rapidement. Doctor Strange voyage dans ce film dans plusieurs univers alternatifs, notamment la Terre 838, qui est le siège d'une société secrète de super-héros, les Illuminati, dont fait partie le professeur Xavier, interprété par Patrick Stewart, qui est une contrepartie du personnage incarné par le même acteur dans la franchise X-Men, produite par la 21st Century Studio, qui, comme je l'ai signalé à plusieurs reprises, hein, a été racheté par Disney en 2019. Donc, la firme ayant récupéré donc, du même coup la licence du personnage. Donc, l'expansion du multivers procède bien suivant ce que Marie-Laure Ryan nomme l'effet boule de neige, hein, puisque les équipes créatives de Sony espèrent un univers partagé, mais Disney ne s'engage pas immédiatement par crainte des échecs des franchises Sony préexistantes. On note en effet une certaine frilosité de Disney lorsqu'il s'agit de projets dont le contrôle artistique ne dépend pas entièrement de la firme. Et donc, les franchises préexistantes se coagulent a posteriori par une manœuvre de continuité rétroactive justifiée narrativement par le concept du multivers qui permet, par exemple, la coexistence sans contradiction logique de plusieurs Spider-Man au sein d'univers parallèles. Mais ce qui est en jeu ici, hein, me semble-t-il, ce n'est pas seulement la coordination entre différents médias, comme dans ce schéma que Marie-Laure Ryan applique à Star Wars, mais aussi entre différents studios et différentes marques. Voilà, sachant qu'en plus, donc ici, hein, la diffusion sur Disney+, ajoute à l'effet surplombant de Disney et entraîne un effacement relatif des autres marques sur la plateforme donc Disney+, puisque la mention des différents studios n'apparaît pas sur Disney+. Donc, le multivers n'est pas une stratégie de dispersion, mais une stratégie d'unification dans un contexte qui a été initialement marqué, contrairement à ce qui s'est passé dans les comics, par la fragmentation des licences des personnages. L'adaptation de la stratégie du multivers à ce point de l'histoire de MCU n'a évidemment rien d'anodin, hein, au moment où il franchit précisément une nouvelle étape dans la centralisation de la production et de la diffusion, et elle est parfaitement adaptée au dispositif de la plateforme, puisqu'elle permet la multiplication des séries en atténuant l'effet de dispersion et en conservant une centralité forte autour d'une branche souche. L'entreprise, obéissante à une logique de concentration, elle cherche à rassembler ces fragments épars au sein d'une unité narrative cohérente. Objectif
évidemment inatteignable puisque les différentes versions se contredisent entre elles. Hein. Spider-Man a été successivement incarné par Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Et le multivers fournit donc un moyen commode d'intégrer a posteriori au sein du canon MCU des franchises qui lui sont à l'origine hétérogènes. Voilà. Donc chacune se déroule dans un univers différent, mais qui se rejoint dans un multivers commun. Donc le multivers et plus largement les stratégies de world building adoptées par les franchises cinématographiques se prêtent très bien aux outils élaborés par les théories narratives et fictionnelles récentes. On peut les voir comme une mise en œuvre littérale de la théorie. Alors, c'est bon, okay. On peut les voir comme une mise en œuvre littérale de la théorie essentiellement métaphorique des mondes possibles. En 2006, Marie-Laure a publié un article que j'ai déjà mentionné qui cherchait à comparer les applications de ce pluralisme ontologique en physique, en narratologie et dans les récits, au prix parfois, comme le relevait Anne Besson, d'une dilution du concept de monde. Mais dans le cas du multivers, les croisements entre ces trois domaines sont poussés à leur comble. Dans le même sens, le MCU concentre toutes les catégories de transfiction isolées par Richard Saint-Gelais, expansion, version, croisement, annexion, système. Mais au-delà de la perspective ontologique, comme je l'ai montré dans cette communication, c'est plus prosaïquement le niveau de la marque, au niveau de la marque, que se joue l'unification des mondes construits par les franchises cinématographiques. Donc pour Mathieu Le Tourneux, cette mise en ordre de l'univers peut être aussi interprétée comme une version diégétisée de l'identité de marque. C'est selon lui sous cet angle que doivent être comprises les stratégies transmédiatiques et transfictionnelles des univers mondes. Le multivers peut ainsi être conçu comme une stratégie emblématique de l'expansionnisme agressif de Disney, qui cherche à absorber les entreprises concurrentes pour devenir une sorte de supermédia. Et à ce titre, il est intéressant de constater que la notion de multivers est également mobilisée dans les travaux qui s'intéressent au fonctionnement entrepreneurial de Disney. Ainsi, dans sa première édition parue en 2001, l'ouvrage de Janet Wasco, Understanding Disney, the Manufacture of Fantasy, a analysé Disney comme un univers. Et presque 20 ans après, en 2020, une seconde édition est rendue nécessaire par l'expansion très rapide de la firme. Et Wasco n'envisage plus Disney comme un univers, mais comme un multivers. Cette notion n'englobant pas seulement dans l'usage qu'elle en fait les différents univers marques que possède l'entreprise, c'est-à-dire le catalogue d'origine de Disney, plus Pixar, plus Marvel, plus Lucasfilm, plus la 21st Century, mais aussi l'ensemble de son personnel, de ses actionnaires, de ses consommateurs, de ses stratégies marketing, de ses valeurs, etc. Et donc, une analyse qui s'en tient, selon elle, à la seule prise en compte des contenus et de leurs relations entre eux, et donc à une conception essentiellement narrative et fictionnelle, manque cette dimension fondamentale. De ce point de vue, je me suis intéressée dans cette communication qu'à une partie des relations qui unissent les différentes entités qui composent l'empire Disney, celles qui unissent les studios entre eux et les studios à la plateforme Disney+. Au sein de cet ensemble, le MCU est un multivers dans un multivers plus vaste. En 2019, peu avant le lancement de Disney+, Laurent Péricoz comparait le modèle de Netflix, qui est un pure player, c'est-à-dire une entreprise qui exerce un secteur d'activité unique, à celui de Disney, une industrie culturelle traditionnelle, entre guillemets. Il en tirait la conclusion qu'il n'y avait pas de rupture avec le tournant numérique de la diffusion que représentait Disney+, mais plutôt une continuité avec son modèle historique. La film pouvait, dès les années 30, être envisagée comme une plateforme multiversante, mais de nature, je cite, avant tout sociale, symbolique. Bon, alors bien sûr, en opérant un rapprochement entre les termes multivers et multiversant, j'admets volontiers que je joue ici sur l'homonymie entre des mots qui ne sont pas construits ni utilisés de manière identique, puisque multivers est un mot valise forgé par contraction du préfixe multi et du nom univers, tandis que pour multiversant, le préfixe multi est ajouté à l'adjectif versant, multiversant traduisant l'expression multi-sided market, qui généralise l'expression
double-sided market. Et en fait, on trouve en français aussi les expressions synonymes marché biface ou marché multiface pour traduire donc, cette notion de multi-sided market. Et donc, cette notion de marché multiface ou de marché multiversant est souvent mobilisée pour décrire le fonctionnement des plateformes numériques qui reposent sur la mise en relation de différents marchés, ici donc, dans le cadre de Disney+, studios et consommateurs. Et donc, ce rapprochement entre les termes multivers et multiversant me permet ainsi de mettre en avant la logique d'ensemble dans laquelle se situent ces emboîtements de multivers, une logique de diversification de contenu, mais aussi de concentration de la diffusion, qui aboutit à Disney+, ainsi que le résume ici Jake Peiter. Je ne sais pas trop comment on prononce son nom, mais voilà. Donc, j'en arrive à ma conclusion. Désolée, j'étais un petit peu longue. Donc, j'ai essayé de montrer durant cet exposé les mixtions importantes entre les stratégies narratives et fictionnelles et les stratégies marketing, ici, qui fonctionnent de pair. Ce que montrent les approches qui s'intéressent à l'univers comme marque, c'est que la frontière un peu rigide que Henry Jenkins établissait entre le storytelling transmédia, qui serait une démarche avant tout créative et artistique, et les manœuvres de marketing et d'expansion de la marque, cette frontière est en fait loin d'être évidente. L'utilisation du concept de story world, conçu dans les approches cognitives du récit comme une opération de projection mentale, ne doit pas conduire à minimiser cet aspect. Je ne plaide pas pour autant pour une sorte de reductio ad economicum, puisque, comme le rappelle Saint-Gelais, de tels systèmes sont dépendants avant tout de la participation des publics. Donc, c'est un aspect que je n'ai pas du tout évoqué dans ce travail, puisque là, j'étais vraiment plutôt, très peu, puisque j'étais vraiment plutôt concentrée sur le versant production, mais pour une approche véritablement complète, c'est vraiment un aspect qu'il faudra prendre en compte, à savoir donc les pratiques de réception.